Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. La commune de Kaloum va bénéficier de la première phase du plan prioritaire de bitumage des voiries urbaines de Conakry. Les travaux ont été lancés par le chef de l'État ce samedi au cours d'une cérémonie. Politique, l'opposition républicaine n'exclut pas de recourir de nouveau à la rue. Elle accuse le gouvernement de manque de volonté pour aller aux élections législatives. C'était ce samedi à la faveur d'une conférence de presse. Et puis la culture de l'excellence de la jeune fille guinéenne au cœur du concours des Oscars des universités au compte de cette première édition des institutions d'enseignement supérieur compétissent. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Des voiries urbaines pour les populations guinéennes. Le projet est en cours d'exécution dans les 5 communes de Conakry. Après Ratouma et Matoto, les travaux de revêtement des voiries de Kaloum ont été lancés ce samedi par le président de la République, professeur Alpha Condé. La cérémonie a connu la mobilisation des habitants de Kaloum. Mamadi Kamisoko. Après plus de 50 années d'indépendance, à Conakry, tout comme à l'intérieur du pays, le réseau routier guinéen est dégradé, ce qui du coup rend difficile la mobilité des personnes et de leurs biens. Une triste réalité qui ne peut pourtant être une fatalité. Depuis janvier 2013, le gouvernement de la Troisième République a lancé une vaste opération de revêtement des voiries urbaines des 5 communes de la capitale. Après Ratoma, ce plan prioritaire prend en compte les 112 ruelles de Kaloum, d'où la satisfaction de la population. Votre visite qui s'inscrit dans le cadre de lancement des travaux de revêtement des artères principales dégradées de notre localité nous reconforte à plus d'un titre, car cela démontre à suffisance que votre préoccupation majeure est d'honorer votre engagement vis-à-vis de vos concitoyens. 50 ans de route dégradée ne peut pas être rénovée ou reconstruite à l'immédiat. Il faut aller avec une intelligence progressive. Dans le souci de remonter les difficultés du moment, mesurer et cerner tous les contours avec courage, persévérance et abnégation dans le respect du délai imparti. Ce sont 27 km et d'autres grands projets que Conakry va bénéficier grâce au partenariat établi entre l'entreprise OAS et le gouvernement guinéen pour un coût global de plus de 279 milliards 517 millions de francs guinéens. L'artisan de cette initiative est le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Au lancement des travaux, le président de la République a de nouveau rassuré les populations sur sa volonté de changer les choses en Guinée. Et puis le coup de Félina, bien que l'on ne pas ma bonne main. Il vous n'a pas coup de Félin, à Moubouma, n'y a plus de Mouma pour Nakara. Nana, on t'en barra, entreprise de Bilimbe. Nous avons goudron à Bama la Guinée, non, Namuna, Béton, Pitimera. Yo, on t'a envoyé des commandements, but de mon commandement, Wamana, Wamana, Bama. Wamana, on est bien à Wali, on est à bien Wali. Quand on peut les billets qui n'avaient, et voilà, mais on vient à Les jeunes ont aussi sollicité du chef de l'État une audience qui leur permettra de soumettre d'autres doléances pour le bien de Kaloum. En dépit donc des efforts fournis par les autorités pour désenclaver les différents quartiers de Conakry, notamment ceux de la banlieue, force est de constater que certaines routes secondaires semblent être oubliées. C'est le cas à Kontea, secteur 4, où un tronçon constitue un calvaire pour les riverains. Les travaux de bitumage arrêtés ont laissé place à la poussière. Diao Bachir. Situé à Kontea, secteur 4, dans la commune de Ratoma, ce tronçon long de près de 300 mètres semble être dans l'oubliette des autorités. Constamment fréquenté par les usagers, les travaux de bitumage de cette route secondaire avaient été confiés selon les citoyens à l'entreprise Anco 5. Après le décès de général Lansana Conté, les travaux de bitumage sont brusquement arrêtés sans raison. Pourtant, au dire de certains riverains, de nombreuses routes secondaires autour du secteur ont été bitumées par la même entreprise. Les dégâts causés par la poussière quasi présente au passage des véhicules sont innombrables. Ce secteur résidentiel de Conakry manque aussi d'électricité et surtout de l'eau. Une semaine avant la mort du général Lansana Conté, paix à son âme, il y a une équipe de Anco 5 qui est venue, qui avait commencé à gratter ici. Ils ont même fait le fossé là, ils ont continué à ça. Entre-temps,
quand le président est décédé, ils n'ont plus commencé ces projets. Ils ont arrêté. La poussière du 1er janvier au 31 décembre, il n'y a que la poussière. Avec la saison pluvieuse, quand la saison pluvieuse vient ici, mon frère, tu ne peux pas respirer. Nos enfants, là, regardez les tout petits, là. Ils sont tous très malades. Tout le temps, nous sommes à l'hôpital avec nos enfants. 6 ans, on n'a pas d'eau ici. 6 ans. Et puis nos enfants, nos femmes, nos enfants se lèvent à 4h, 5h du matin pour aller puiser de l'eau. Nous comptons sur le président. Je voudrais que le président de la République, puisqu'il est le père de la nation, le père de tout le monde, qu'il passe à nous aussi. Nous aussi, nous faisons partie de sa cour. Les femmes chargées souvent de la survie et du bien-être des familles semblent être les plus victimes des conséquences de la poussière. Basi samra an fadi bo ka dépasser ne yɛrɛ domuni fɛn min mayira n tɛ se la domuni fɛn mayira la yaw kɔ tellement que gbangbama donc an yɛ deli ala n'a nabi ɲɛ a yena yana bɛn an ɲɛ ko sa an di yɛrɛ sɔrɔ ɲa ma o ka fala min kɛ sa bɛ ka mɔgɔ ma di doli feere ko bɛ wala mɔgɔ tɔɔrɔ lɔgɔ mɔgɔ na la bɛ taa ni na tisɔn ko bɛ gbɛli na mini min ɲɔkui awon yimmin par exemple ni hila udditi ɗo ni atelier fi wallugo jeunesse on kono impossible wongol ɗo poussiére on ko soñji men ko mi fusta sattude mi wenga ɗo hara ɗuma on hara foppo tuuni ɗuma honno on yi o boban ɗo himo nawni ni fi poussiére on tout. En attendant que cette situation n'attire l'attention des autorités, les populations, elles, prennent leur mal en patience. Politique dans cette édition, l'opposition républicaine regroupée au sein de l'ADP, du collectif, du CDR et du FDP était face aux journalistes ce samedi à Conakry, toile de fond l'évolution de la situation sociopolitique en Guinée dans le cadre de l'organisation des élections législatives. Les leaders de cette frange de l'opposition accusent le gouvernement de n'avoir pas la volonté politique d'organiser des élections législatives crédibles. Ils menacent de reprendre la rue. Ibrahima Soriari, Yansani. Pas d'évolution dans la recherche de solutions de sortie de crise politique en Guinée, en dépit d'une série de rencontres à cet effet entre pouvoir et opposition pour la mise en place d'un cadre de dialogue. Les deux partis n'arrivent toujours pas à s'entendre. Les déclarations et contre-déclarations, c'est le spectacle de ces derniers jours, après le porte-parole du gouvernement qui vient de justifier la fiabilité du système OEMAC. L'opposition républicaine rencontre ce samedi la presse. Face aux hommes de médias, les leaders accusent les explications du ministre Albert Damantan Camara de manque de volonté d'aller à un dialogue politique sincère. On a entendu le porte-parole du gouvernement affirmer, voilà, nous avons décidé cela, nous avons fait ceci, nous avons augmenté le niveau de sécurité, exactement comme s'il parlait au nom de la Commission électorale nationale indépendante. La deuxième chose que nous inspire cette déclaration, c'est que ce gouvernement, comme nous l'avons toujours dit, ne veut pas d'élections transparentes. Et comme il ne veut pas d'élections transparentes, il fait tout pour saboter tout dialogue structuré et organisé qui va permettre de mettre en évidence la pertinence de nos revendications. Ce manque de volonté se matérialise, selon eux, par la poursuite de l'opération de révision des listes électorales dans certaines localités du pays, notamment les préfectures de Sigiri, Dingirai, Kerouane, Beila et Dubreka. Alors que les points de revendication sont connus des deux partis, le président de l'UFDG estime qu'il faut donner de la chance au dialogue pour discuter des questions essentielles qui les divisent, et cela dans le respect des lois du pays. Nous allons décliner nos arguments devant la médiation, devant le pouvoir, qu'on est un opérateur sûr. Nous avons parlé des votes des Guinéens de l'étranger. C'était réglé. La Constitution le règle. L'accord politique de 2008 le réglait. On était d'accord que les Guinéens votent dans ces 17 pays pour les élections législatives. C'est en ce moment que le recensement des cartes ont été constitués dans les ambassades. On a tendance à oublier ça. Troisièmement, la CENI. Parce que la CENI a un rôle central à jouer. Elle est là, elle ne fonctionne pas. On vient de vous le rappeler. Il menace en effet de reprendre les manifestations de rue si le gouvernement persiste sur sa position. Toutefois, ils estiment qu'il y a encore de l'espoir pour une sortie de crise. Le Mourag, entendez, mouvement Rasta de Guinée, poursuit sa tournée chez les acteurs politiques guinéens. Ce samedi, il a rencontré le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo. C'est dans le but de consolider la paix en Guinée. Aïssa Takaba.
Les Rastamans guinéens veulent s'impliquer dans l'instauration d'une culture de paix en Guinée. Pour ce faire, le mouvement Rasta de Guinée Mourag en abrégé a rencontré ce samedi le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo. Objectif, inviter le chef de file de l'opposition à inscrire la préservation de la paix parmi les priorités de son parti. Nous sommes là pour la stabilité, la concorde nationale. Nous voulons unir tous les Guinéens. Nous voulons même faire le tour de la Guinée, essayer de sensibiliser les Guinéens pour que tous les Guinéens se donnent les mains afin que notre pays aussi aille de l'avant. Une initiative saluée par le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, souhaite aussi plus d'engagement de la part des autorités pour réconcilier les Guinéens de tous bords. Les Guinéens sont tels qu'ils sont. Il faut veiller à ce que chacun se sente concerné par ce que le gouvernement fait. Parce que le gouvernement doit être le gouvernement de tout le monde. Il a un rôle plus important que le leader politique à jouer. Parce que c'est lui qui détient la force. Il doit faire usage du droit, de la tolérance, de la conciliation. À lui, place de la force. Il doit sensibiliser, persuader, convaincre. Pour susciter la confiance et l'espoir chez chacun de nous. La Guinée, c'est toi, c'est moi, c'est vous, c'est nous. C'est ce message que le Mourag véhicule dans sa caravane Paix et Amour. Sur un autre plan, Salmana Diallo, président contesté du Conseil régional des organisations de la société civile guinéenne, monte au créneau et dénonce quelques dysfonctionnements au sein du CNOX. Il évoque surtout une mauvaise gestion et d'immixtion dans les décisions prises par la société civile guinéenne. C'était au cours d'une conférence de presse ce samedi à Conakry, compte rendu El Hadj Oumar Bari. M. Aziz Diop doit être révoqué comme secrétaire exécutif du Conseil national des organisations de la société guinéenne pour usurpation de pouvoir et mauvaise gestion. Plus rien ne va au sein de la société civile guinéenne. Un trouble dû au non-respect des textes et lois du Conseil national des organisations de la société civile, dit le président du Conseil régional des organisations de la société civile de Conakry. Très remonté, Salmana Diallo pointe du doigt Aziz Diop et d'autres membres du CNOX de refuser catégoriquement la tenue d'un nouveau congrès pour renouveler l'instance dirigeante du CNOX. À en croire Salmana Diallo, le problème de leadership, la mauvaise gestion de la structure ont fini par détourner la structure de son rôle. Il y a la cacophonie, il y a la mauvaise gouvernance au Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Il y a la violation des textes, les règlements intérieurs ne sont pas respectés au Conseil national de la société civile. Je vous précise que Dr Sissoko Ibrahima Sori n'est pas président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Par ailleurs, il affirme que le CNOX s'est transformé en une entreprise privée. Et que faire? Salmana propose. Immédiatement, il faut révoquer Aziz Diop comme secrétaire exécutif du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Deuxième solution, il faut faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que Dr Sissoko Ibrahima Sori n'est pas président du Conseil national des organisations civiles guinéennes. Il n'a jamais été élu. Et les membres du bureau national, il faut les amener à reconnaître que leur mandat a doublé. Au lieu de 3 ans, ils l'ont fait 6 ans. Il exhorte les bailleurs de fonds de suspendre leur aide à la société civile jusqu'à la mise en place d'une équipe consensuelle. À l'intention des bailleurs de fonds, plus particulièrement l'Union européenne, plus des ambassades de France et autres, il faut immédiatement organiser des audits institutionnels et financiers au Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. À l'intention des structures et des réseaux de la société civile guinéenne, ils doivent immédiatement accepter de prendre des dispositions utiles pour convoquer l'Assemblée générale du Conseil national. Le Conseil régional des organisations de la société civile de Conakry a déjà fait son 3e congrès en mai 2012. Au cours de ce congrès, un bureau exécutif a été élu pour un mandat de 3 ans. Le président élu Salmana Diallo soutient que personne n'a le pouvoir de le détrôner. Fin ce samedi à Conakry des travaux de la 3e session de la commission intergouvernementale guinéo-russe. D'experts russes et guinéens ont discuté pendant 2 jours sur plusieurs domaines de coopération, notamment économique, scientifique, technique et commercial. Ce sont les ministres guinéens de la coopération internationale et celui des mines de la Russie qui ont procédé au lancement des travaux. Ben Oumar Silla.
présidé par les ministres guinéens de la coopération internationale et celui des ressources naturelles et de l'écologie de la Russie. Les travaux de cette troisième session intergouvernementale permettront aux experts russes et guinéens d'évaluer et mettre en œuvre des décisions prises lors de la deuxième session tenue en octobre 2011 à Moscou. Ces différentes sessions sur lesquelles le gouvernement guinéen fonde un grand espoir vont consolider les bases des relations d'amitié et de coopération entre la Fédération de Russie et la République de Guinée. Selon Dr Moustapha Koutoubou Sano, ministre guinéen de la coopération internationale, la Guinée doit plus de 35 millions de dollars américains à la Russie. Permettez-moi, en guise de bilan, de faire état de la négociation d'un accord de promotion et de protection réciproque des investissements, de la signature du procès verbal de reconnaissance de la dette non éligible au Club de Paris de la Russie sur la Guinée des montants de plus de 35 millions de dollars. Ces résultats sont importants et significatifs, mais insuffisants au regard des perspectives que nous avions assignées à notre coopération à l'issue de la deuxième session de notre commission intergouvernementale. Le ministre russe des Mines, après avoir rappelé l'attention de son pays sur les réformes qui s'opèrent dans le secteur minier guinéen, s'est réjoui de la présence de la société Rusal en Guinée, qui pour lui est un indicateur de la bonne coopération entre la Guinée et la Russie. Sergueï Doskoy s'est également réjoui de la signature du projet Yangyang qui revient à la compagnie Rusal, toute chose qui pourrait faciliter la relance de l'usine Rusal Frigia. L'émissaire de Moscou n'a pas manqué de signaler le soutien du gouvernement de la Russie aux activités de Rusal en Guinée, avant d'indiquer que sa présence en Guinée constitue une porte d'ouverture pour d'autres sociétés russes dans le monde des affaires en Guinée. Enfin, Sergueï Doskoy a félicité le président Alpha Condé pour avoir conclu un partenariat stratégique avec la Fédération de Russie. Les festivités de la célébration de l'an 1 de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne se poursuivent après la lecture du Saint-Coran et la journée porte ouverte. La direction générale de cette structure sanitaire a procédé ce samedi à la présentation des résultats du potentiel de l'hôpital ainsi que les projets à court, moyen et long terme. C'est le ministre délégué à la santé en compagnie de l'ambassadeur de Chine en Guinée qui a présidé la cérémonie. Fanta Conté. Fruit de la coopération sino-guinéenne, l'hôpital de l'amitié de Kipé a été construit il y a plus de 2 ans par le gouvernement chinois pour un coût global de 10 millions de dollars américains. Mais pour des problèmes d'eau et d'électricité, il a fallu attendre le 14 avril 2012 pour sa mise en fonction. Cet établissement sanitaire a une capacité d'accueil de 120 lits, 115 agents dont 14 experts chinois avec plus de 10 000 consultations par mois. Contrairement aux autres centres hospitaliers, l'hôpital de l'amitié de Kipé est spécialisé dans la prise en charge des pathologies lourdes qui nécessitent des évacuations vers l'extérieur. Nous avons voulu aussi dire à la population guinéenne que l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne est fonctionnel. Et depuis 1 an, nous avons consulté plus de 4000 personnes. Nous avons hospitalisé près de 1000 personnes avec environ 200 interventions chirurgicales que nous avons réalisées dans cet hôpital. La direction générale de l'hôpital Kipé a profité de la célébration de ce premier anniversaire pour porter à la connaissance du public ses projets à court, moyen et long terme dans le cadre de sa modernisation. Des projections ont été également faites sur le fonctionnement de cette structure sanitaire. Il m'est très agréable enfin de constater en même temps que durant l'année écoulée, de nombreuses opérations chirurgicales ont été exécutées à l'hôpital et des pratiques innovantes médicales ont été également procédées avec succès. Le bilan de l'hôpital est globalement positif grâce à votre engagement individuel et collectif. Dans la dynamique du changement, on peut toujours améliorer les performances du moment. C'est pourquoi je voudrais vous demander de redoubler d'ardeur et de faire en sorte que les faiblesses actuelles soient converties en force positive.
Cette cérémonie a été surtout marquée par la signature entre le ministre délégué à la Santé et le diplomate chinois du protocole de don de médicaments et de matériels médicaux estimé à 11 millions de yuan, suivi de l'inauguration du centre de prévention et de traitement du paludisme. Une marche du cœur et des consultations gratuites sont prévues dimanche dans l'enceinte du dit hôpital. À Dubreka, une femme et ses 4 enfants ont péri dans un incendie qui s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi à Bengbeng au quartier Toumania. La flamme d'une bougie serait à l'origine du drame. Le récit avec Ansouman Koumbassa. C'est dans un bâtiment non peint, une nouvelle construction située au bord de la route qui mène au centre-ville de Dubreka, précisément à Bengbeng, au quartier Toumania, dans la commune urbaine de Dubreka, où ce drame qui a coûté la vie à 5 personnes, une pauvre femme, plus 4 de ses enfants, s'est produit dans la nuit du vendredi au samedi dernier, aux environs de 2 heures du matin. Toutes ces victimes se trouvaient dans une chambrette réservée pour le magasin qu'elle occupait misérablement jusqu'à ce triste jour. Selon Fatoumata Bintasso, qui était dans une des chambres du bâtiment en question avec ses parents, ils ont été réveillés par la chaleur et la fumée. C'est ainsi qu'ils sont sortis de leur chambre en courant vers la chambrette qui avait pris feu à partir d'une bougie et qu'ils ont trouvé hermétiquement fermée. Ils crient alors fortement au secours. Aucun voisin n'a répondu. C'est un taximan de passage qui a garé et il a réussi à casser la porte pendant qu'il était trop tard. Toutes les 5 personnes qui s'y trouvaient avaient déjà trouvé la mort, brûlées à sec comme du bois. Ces victimes sont Fatoumata Lelo, la mère âgée d'une quarantaine d'années, Sidia Souma, âgée de 7 ans, Mohamed Souma, âgé de 5 ans, Fatoumata Kamara, âgée de 3 ans et Sedouba Silla, âgée de 7 mois seulement. Un bébé. L'ensemble des autorités de Dubreka, des services de sécurité, notamment la brigade de recherche de la gendarmerie, les services de santé, le collège des imams, avec une foule compacte, tous émus, étaient sur les lieux ce samedi matin. Le tuteur des victimes étant absent, ni un répondant. Après les formalités, les autorités qui ont assuré les frais ont donné l'ordre de les enterrer ce samedi même après la prière de 14 heures. Paix à leurs âmes. Pour évasion Guinée depuis Dubreka, Ansouman Koumbassa. Cérémonie de remise de diplôme ce samedi à l'IMEC, Institut de Management d'études économiques et comptables de Conakry. Parents, entreprises, partenaires, étudiants, corps professoral et représentants du ministère de l'Enseignement supérieur ont pris part à la cérémonie. Aminata Djuntou Diallo. C'est dans une ambiance festive que les étudiants de la 3e promotion de l'Institut de Management d'études économiques et comptables représentant Intec Paris ont reçu leur diplôme de fin de cycle ce samedi. Au nombre de 25, ces étudiants diplômés en comptabilité et gestion des entreprises quittent le banc comblés de joie et d'émotion pour affronter le marché de l'emploi. Le corps professoral se veut rassurant quant à la qualité de la formation donnée aux étudiants. Tout au long de leur cursus, nos étudiants ont bénéficié d'une formation orientée vers l'emploi afin de répondre aux besoins de jeunes cadres compétents et dévoués de l'entreprise nationale et de grands groupes internationaux de plus en plus présents dans notre pays. Nous sommes convaincus que les étudiants se placent désormais comme des acteurs incontournables au service des entreprises. On a trop de problèmes dans les entreprises, on a trop de problèmes dans les services, c'est parce que la formation comptable n'est pas véritablement assurée. Et surtout pas dire qu'il est comptable, mais bien formé, à l'image du l'IMEC. Après les 3 années passées à UMEC, les étudiants sortants pensent avoir beaucoup appris et promettent de mettre la connaissance acquise au service de la nation guinéenne. On a eu à recevoir une formation solide et j'espère que je pourrai mettre ça au service de la nation et tout en contribuant farouchement au développement socio-économique de notre pays. Aujourd'hui, je suis très contente d'avoir reçu mon diplôme. Après tous ces efforts, je pense que je l'ai vraiment mérité et tout. Je remercie tout le corps professoral, mes parents, ma soeur. C'est la satisfaction chez les parents des bénéficiaires. Ils exhortent les autres à scolariser leurs enfants. J'ai constaté que le programme de l'IMEC est l'un des meilleurs programmes de formation supérieure qu'on puisse connaître
en Afrique, mais surtout particulièrement en Guinée. À l'adresse de tous les parents, adresser mes félicitations sincères pour avoir fait confiance à l'IMEC. Il est très important de prendre une bonne décision au moment où la progéniture, ce que nous avons de mieux au monde, doit prendre une orientation. Et cette orientation, si elle est bien prise, c'est un gage d'avenir, un gage de succès pour, n'est-ce pas, le relèvement du niveau de vie de différentes familles. N'est-ce pas ça le développement global que nous envisageons? IMEC donne une formation dans différents domaines de comptabilité, finance, contrôle de gestion et de l'audit comptable. Une formation accessible aux bacheliers et aux cadres en activité. La première édition du concours Oscar des universités a été officiellement lancée ce samedi. C'est la salle des fêtes de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry qui a servi de cadre à la rencontre. Dotée du trophée du président de la République, le professeur Alpha Condé, cette compétition met en valeur l'intelligence de la femme guinéenne. Plusieurs personnalités étaient présentes à la cérémonie. Marichela Fofana. C'est avec un carnaval riche en couleurs que l'ONG Conscience Propre a fait le lancement officiel de la première édition du concours Oscar des universités. De l'esplanade du stade du 28 septembre à la salle des fêtes de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, l'ambiance était plus que festive. Dotée du trophée du président de la République, le professeur Alpha Condé, cette compétition met en valeur l'intelligence de la femme guinéenne. Les gens pensent que la couche féminine n'a pas droit à la parole, ne peut pas faire ce que l'homme fait. C'est pourquoi, pour cette édition, le club des experts ainsi qu'Africa Women Vision a décidé d'afficher la femme, présenter la femme aux institutions, prouver au monde entier que la femme guinéenne a aussi sa place dans le gouvernement et dans tous les fronts. Venus pour assister au lancement officiel du concours, les représentants des ministères en charge de l'enseignement professionnel et ceux de la culture et du patrimoine historique ont salué l'initiative. Je salue l'ONG Conscience Propre pour le bel exemple. Redynamiser le niveau d'études, la qualification de la formation et la promotion des filles-femmes, c'est encourager la participation de toutes les ressources humaines au développement. Je profite du micro qui m'est tendu pour dire aux étudiants de multiplier ces genres de rencontres qui renforcent l'unité entre la jeunesse montante. Pour la première édition du concours Oscar des universités, les organisateurs ont choisi comme étudiante modèle Mariam Diallo, une non-voyante en Master 1 à l'université Kofi Annan de Guinée. Je saisis donc cette opportunité et surtout en qualité d'étudiante non-voyante de dire que la femme reste et demeure un être humain comme tous les êtres. Qu'elle est capable de porter toutes les valeurs humaines possibles et être très utile à la société. À tour de rôle, toutes les candidates des différentes universités en compétition ont remercié l'ONG organisatrice. Un tirage au sort pour répartir les équipes a été fait. Dans la poule A, Gamal Abdel Nasser, La Source et Mahatma Gandhi se retrouvent. ISEG, UNC Victor Hugo pour la poule B, tandis que les universités Titi Camara, Kofi Annan, Unique et Mercure renferment le tirage dans la poule C. Le rendez-vous est donc pris pour le samedi prochain dans l'amphi Malik Condé de l'université Kofi Annan pour les premiers éliminatoires. Ce drame en République centrafricaine, 15 enfants qui jouaient dans la cour d'une église sont morts dans l'explosion d'une roquette. Il s'agissait apparemment d'un tir en l'air d'un rebelle de la Séléka. De l'autre côté de la rivière, en face de Bangui, c'est ici à Zongo que près de 3000 personnes ont trouvé refuge. Nous sommes en République démocratique du Congo, un pays qui connaît pourtant la plus grave crise humanitaire actuelle, avec plus de 2 millions de déplacés, de graves problèmes de viol et toujours le recrutement d'enfants soldats. Vendredi, le haut commissaire aux réfugiés s'est rendu sur place pour alerter les donateurs. Il faut absolument attirer l'attention de la communauté internationale vers la crise du Centrafrique. Non seulement à cause de la tragédie humanitaire que cette crise représente, on vient de voir ici les réfugiés centrafricains, mais aussi par les risques pour la stabilité de la région.
Depuis janvier, plus de 35 000 Centrafricains ont franchi les 600 km de frontières qui séparent leur pays de la République démocratique du Congo. Mais l'UNHCR peine à faire face aux besoins. Ici, ça ne va pas. Ici, le problème de l'eau, de boire, le problème de nourriture, le problème de santé. Ici, on fait seulement la consultation, on donne seulement un comprimé comme ça, pas des examens communs. Une situation qui ne semble pas près de s'arranger. En Centrafrique, l'insécurité grandit de jour en jour et de nombreux habitants continuent de fuir les exactions de groupes armés incontrôlés. Il y a 2 jours, l'ONG Médecins sans frontières lançait elle aussi un appel inquiet au gouvernement centrafricain et à la communauté internationale. Sauf dans la capitale, tous ces programmes d'aide humanitaire sont au point mort. Le retour inquiétant de la grippe aviaire en Chine, 43 personnes sont contaminées et 11 personnes sont mortes. Le virus H7N9 gagne désormais la capitale. Un premier cas est enregistré à Pékin. Elle a 7 ans et elle est officiellement la première personne porteuse du virus H7N9 à Pékin. Son état est décrit comme stable. Après le traitement au Tamiflu, les symptômes, toux, respiration courte, ont diminué. Sa température est passée de plus de 40 degrés à 36 degrés 8. Son état est stable. Ne pas paniquer, c'est le message des autorités. Aucun signe de transmission du virus à l'homme à l'heure actuelle. C'est ce que dit aussi l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons constaté que les personnes en contact avec l'enfant ne présentent aucun symptôme de grippe aviaire. Il n'empêche, les parents, commerçants de volailles, ont été placés en quarantaine. Car en quelques semaines, l'épidémie a parcouru plus d'1 millier de kilomètres. D'une mégalopole à l'autre, Shanghai dans l'Est, premier foyer déclaré, à Pékin, donc plus au nord. Et parmi la quarantaine de personnes contaminées depuis, 11 sont décédées, chiffres officiels. L'enfant a été conduit sans tarder à l'hôpital, ce qui montre que les gens sont attentifs aux signes de la grippe. Les autorités sanitaires de Pékin sont en alerte et se préparent depuis l'éruption de la maladie à Shanghai. L'hôpital d'Itan a connu la grippe de 2003, puis le H1N1 en 2009. Nos équipes sont plus expérimentées. Ce qui est à craindre, c'est une mutation du virus, comme dans le cas du H5N1 qui a fait plus de 360 morts depuis 2003. Des milliers de volatiles ont d'ores et déjà été abattus et pendant un certain temps, les Chinois vont devoir se passer du lâcher de pigeons, une de leurs occupations favorites. Difficulté supplémentaire dans la détection du virus, les oiseaux testés positifs ne montrent aucun symptôme, selon les scientifiques. Fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonsoir chez vous.